je vais expliquer un petit peu comment fonctionne la Fine Customer Academy. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Comme vous le savez, d'habitude, la Fine Customer Academy, c'est un moment où on est tous là en train de partager, de faire un maximum de choses tous ensemble pour montrer comment faire de la prospection efficace. Et là, aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est Nils. Alors, qui est Nils? Nils, c'est le fondateur de Emilia. Emilia, c'est notre nouveau partenaire. Alors, il va se présenter, il va faire tout ce qu'il a, il va vous expliquer tout ce qu'il y a à dire sur Emilia. Nous, aujourd'hui, on est hyper contents de les recevoir ici parce qu'ils ont eu une super belle idée. Et cette idée-là, c'était juste la brique manquante aujourd'hui à Fine Customer. Alors, pour expliquer un petit peu ce que fait tout le monde, enfin ce que nous on fait chez Fine Customer, aujourd'hui, Fine Customer, pour ceux qui ne savent pas, et ceux qu'on a invités, aujourd'hui, Fine Customer, qu'est-ce que c'est? C'est le premier agrégateur de solutions commerciales pour la prospection digitale. Alors, c'est une bien belle phrase, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, tout simplement, aujourd'hui, quand vous voulez prospecter dans le digital, vous voulez vous y mettre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de gens qui vont vous expliquer une chose super simple. C'est hyper facile, Phantom Buster, Zapier, Drop Contact, Zapier, ton CRM, ensuite ton outil pour envoyer des messages et ensuite ton outil pour envoyer des emails. Super, ok. Moi, voilà, j'ai 40 ans, je suis commercial depuis 20 ans et j'ai pas envie de me prendre la tête à utiliser des milliards d'outils. Moi, je veux un outil, un seul et même outil. Et à partir de là, nous, on a eu cette idée-là, c'est de se dire, tout simplement, on va prendre les meilleures fonctionnalités des meilleurs outils du marché et on va les mettre dans un seul et même outil, on va les simplifier et vous aurez un chemin tout tracé pour pouvoir prospecter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Captain Data pour pouvoir extraire de la donnée de partout où elle se trouve. Dans un deuxième temps, on va pouvoir… Salut Simon. On va pouvoir du coup enrichir en cascade avec Drop Contact et Hunter, qui sont certainement les deux meilleurs sur le marché. Il y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on a sélectionnés et qu'on a identifiés comme les meilleurs. Ensuite, on va pouvoir envoyer des messages, des connexions, des automatisations LinkedIn hyper facilement grâce à Captain Data et grâce à nous. Et puis derrière, il nous manquait une petite brique, c'était l'email, puisque tout le monde nous le demandait. Et à ce moment-là, on s'est dit, qui c'est qu'on va pouvoir intégrer? Et à ce moment-là, on a Anthony qui, hélas, n'est pas là et on le regrette. Mais il y a Nils, voilà, on a discuté, puis on a vu Emilia. Et Emilia, on s'est dit, waouh, c'est un outil qui est super simple, qui envoie du cold email, exactement ce dont on avait besoin, quelque chose de simple, qu'on peut intégrer hyper facilement dans notre stack d'outils. Et puis on a décidé, hop là, feu, c'est parti, on se lance et rock'n'roll, quoi. Et là, on a réfléchi, on a discuté, puis on a intégré l'email. Donc maintenant, vous avez tout le chemin de la prospection digitale en un seul et même outil et avec les meilleurs outils du marché. Voilà. Donc ça, c'était pour la phase d'explication. Ensuite, la phase numéro 2. Aujourd'hui, on ne fera peut-être pas forcément une démo puisque c'est Julien qui va s'en occuper, qui va expliquer un petit peu l'intégration avec Emilia et tout ça, tout ce qu'on peut faire. Mais l'idée, ça va être ça. Donc, je vais laisser la parole à Nils qui va se présenter, qui va présenter son agence, qui va présenter Emilia. Si vous avez des questions, vous pouvez cette fois-ci, exceptionnellement, le micro pas ouvert, mais vous pouvez écrire sur le chat. Moi, je relayerai les questions sans hésiter. Je les interromprai volontiers. Et du coup, maintenant, c'est à Nils de se présenter. Julien, vous le connaissez, c'est comme moi, mais en version un peu moins capillaire. Voilà. Donc, on reste toujours à la cool et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Donc, allez-y, c'est le moment. Nils, je te laisse la parole. À toi. Ok, d'accord. Merci, Julien. Alors, du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Nils. Je suis le cofondateur de l'agence Bridgers. On accompagne des startups depuis un peu plus de 3 ans sur tous leurs besoins digitaux. Ça peut être de l'identité de marque, faire des logos, des chartes graphiques, faire même des petits sites internet parfois en cas de besoin, mais surtout des plateformes un peu plus complexes pour accompagner des startups technologiques. Et on faisait aussi forcément du gros marketing et surtout du cold email. Et il y a un an, je crois que c'était pile pendant le premier couvre-feu qu'on a eu, on s'est retrouvé avec l'équipe et en fait avec le gros marketeur, Anthony, qui n'est pas là, qui est à l'initiative quand même du projet Emilia. Malheureusement, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et en fait, en faisant les comptes, on calculait qu'on payait beaucoup trop cher l'Emlist. Voilà, pour ne pas le citer, c'était beaucoup trop cher parce qu'on se retrouvait avec beaucoup de clients pour qui on faisait du cold email.
Euh, et donc, on s'est dit en fait qu'on allait recréer une plateforme plus simple avec les fonctionnalités dont nous, on avait besoin, qu'on va pouvoir évoquer après. Il y avait des fonctionnalités chez Lemlist, chez Wevo, ou chez d'autres qu'ils n'avaient pas. En plus, les plateformes étaient parfois compliquées. Il y avait souvent des bugs. Quand il y avait des bugs, c'était compliqué d'avoir les retours du service client pour les améliorer. Donc, bref, on s'est dit qu'on allait faire une plateforme de cold mailing telle que nous, on en avait envie, simplifiée, et la mettre à disposition pour les gros hackers, pour les freelances, pour les agences, et leur permettre de baisser leurs coûts. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a un peu moins d'un an, du coup, on a sorti une version bêta. Là, ça fait 6 mois qu'on a une bonne version. Et on a vraiment voilà, divisé le coût par 10 comparé à certains concurrents. Donc voilà, et maintenant, on fait un peu moins de grosse marketing parce qu'on est un peu plus concentré déjà sur le projet Emilia qui grossit. Donc voilà, globalement, l'histoire, c'est ça, c'est qu'on en avait marre des autres plateformes de cold email, trop cher, il manquait des fonctionnalités, donc on s'est dit qu'on allait le refaire. Et pour nous, ça sert aussi de vitrine, entre guillemets, de ce qu'on est capable de faire, puisque Emilia, le logo, c'est nous qui l'avons fait, c'est des logos faits à la main, donc c'est vraiment dans ce que l'agence Bridgers fait de base. Voilà, tout est vraiment fait maison. Donc voilà, on s'est dit qu'en plus de couper les coûts pour nous et de permettre aux autres grosses marketeurs de baisser leurs coûts de prospection, ça nous faisait une belle vitrine pour ce que l'agence est capable de faire. Donc voilà un peu l'historique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça ou si c'était clair. Les Julien, je vous laisse. Top, ça me paraît clair, hein. De toute façon, l'idée, elle est là effectivement pour tout le monde, hein, baisser ses coûts d'acquisition et puis augmenter ses taux de conversion avec les meilleurs outils du marché, mais avoir des solutions simples à prendre en main. C'est vraiment le plus important, puisqu'aujourd'hui, on a tous besoin d'efficacité, de productivité, et notamment quand on prospecte par email, hein, puisque ça va être le sujet d'aujourd'hui. Il y a énormément de boulot de préparation. On va essayer de faire des messages personnalisés, donc tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc si on peut avoir des outils simples et efficaces pour nous accompagner dans cette tâche-là, facilement délégables aussi à ses équipes, c'est le top. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Et puis, donc voilà, un petit mot pour moi. Donc, je suis le cofondateur avec Julien de Find Customer. Donc, on va entrer effectivement un petit peu dans le vif du sujet de la prospection par email. Donc, aujourd'hui, prospection par email, on entend beaucoup le terme cold email. Hein, le cold email qui parle d'email donc à froid. Donc, Simon Niels, vous, au travers de votre outil Emilia et de votre agence, hein, vous accompagnez aussi beaucoup les startups, les entreprises là-dessus. Donc, c'est quoi peut-être le cold email? Voilà, donne-nous un petit peu ta version et puis bien le comparer aussi à l'email marketing, hein, parce qu'il y a une grosse confusion sur ce sujet-là. Donc voilà, quels sont les résultats qu'on peut obtenir en cold email par rapport à l'email marketing? Alors déjà, il y a des différences aussi techniques que justement on va évoquer par rapport à Emilia. Ce qui peut vraiment différencier déjà Emilia, ou le cold email des solutions de mail comme Mailchimp, etc. C'est pas du tout les mêmes usages, pas du tout les mêmes fonctionnalités. Le cold email, c'est vraiment pour de la prospection, commerciale. Et c'est pas censé être du mass mailing. Ça, c'est vraiment… nous, par exemple, chez Emilia, déjà, on a une limite très, très haute. C'est de mettre 10 000 contacts par liste. C'est le maximum. Et c'est déjà beaucoup, beaucoup trop haut. Il faut savoir qu'en cold email, vous allez avoir un meilleur taux de délivrabilité normalement qu'en mass mailing. Parce que logiquement, vous utilisez votre adresse mail. Donc ça, c'est une différence technique qu'il ne faut pas oublier. Les gens, parfois, sur Emilia… pensent qu'on est, par exemple, comme Mailchimp, etc., où en fait, Mailchimp, SendGrid va vous mettre un serveur à disposition. C'est leur serveur qui leur permet d'envoyer 1000, 10 000, beaucoup plus de mails à la journée. Alors que quand vous faites de la prospection à froid, déjà techniquement, sur Emilia, c'est vous qui envoyez les emails. Donc c'est pour ça qu'il ne faut aussi pas faire d'envoyer 400 mails par jour. Ce n'est pas du tout le but.
c'est vraiment de faire de la prospection, être sûr que la personne qu'on essaie de viser, ça a du sens. Alors que quand on fait du mass mailing, on envoie à une base de 50 000 personnes qu'on a achetées sur Internet ou autre, même si maintenant ça se fait beaucoup moins. Et on espère que dans le tas, ça va passer avec des taux de délivrabilité qui vont être faibles et des taux de réponse qui sont inexistants. Nous, par exemple, il y a des gens qui font de la newsletter parce qu'on a permis sur Emelia de mettre du mail HTML. Et par exemple, ils le font pour des e-commerce. Ils ont voulu utiliser Emelia pour faire ce que Emelia n'est pas censé faire, mais ils le font quand même. Les taux de clic, c'est on envoie un mail et puis s'il y a du clic pour de l'achat de e-commerce, par exemple, bon, bah, ça passe. Le cold mailing, ce n'est pas censé être ça. Le cold mailing, c'est de se dire qu'on contacte pile les bonnes personnes, qu'on les a bien ciblées et qu'on espère vraiment une réponse commerciale dessus. Moi, c'est comme ça que je vois la différence. Mais effectivement, Nils a totalement raison. Il met un point hyper important de ces derniers temps avec l'arrivée des nouvelles technologies, voilà, du web dans la prospection. Il y a une confusion, et c'est une vraie confusion, entre le marketing et le commercial. Aujourd'hui, les outils qu'a cités avant, Mailchimp ou Sendinblue ou autres, ce sont des outils qui sont plus dédiés au marketing. Ou alors, c'est de l'email transactionnel. Ça veut dire, voilà, on a reçu, vous avez payé une facture, il y a un email qui vous dit, voilà, vous avez reçu votre facture. Là, ce n'est pas la même chose. Là, on est vraiment sur de la prospection, on est sur un outil commercial. Et c'est ça qu'il faut faire comme différence, c'est qu'aujourd'hui, contacter 100 000 personnes par jour, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est vraiment la pire chose, parce que les conséquences, elles sont énormes aussi. La première conséquence, c'est que l'email, la qualité de votre email à vous, elle va diminuer, parce qu'il y a une notation de votre email, donc vous allez finir en spam dans tous les sens. Deuxième chose aussi, c'est que vous allez toucher beaucoup de monde, voilà, et le seul problème, c'est que vous allez être vide. Votre message va être vide et inintéressant parce qu'il n'est pas personnalisé. Comme le disait Nils, une bonne cible va avoir une problématique et il va falloir que vous résolviez cette problématique. Et ça ne sert à rien de lui expliquer qu'il a mal au pied alors qu'il a mal à la tête, tout simplement. Donc c'est vrai que on n'est pas sur un format où les personnes se sont inscrites dans un formulaire. Vous voyez, comme aujourd'hui, vous êtes inscrit au webinar, vous recevez un email, voilà, qui vous présente le lien. Là, la prospection à froid, hein, le cold email, on l'appelle comme ça, c'est des personnes qui n'ont pas demandé à recevoir vos communications. Donc vous allez envoyer un message dans leur boîte mail, vous allez les interpeller. Si on est sur un message de masse qui n'est pas du tout personnalisé, la personne ne va pas comprendre pourquoi elle reçoit ce mail. Donc là, au mieux, elle le zappe et elle passe à autre chose. Dans le pire des cas, elle se désabonne, elle vous met en spam. Et si vous avez en fait beaucoup de monde qui, sans raison, voilà, ne répondent pas à vos messages et vous mettent en spam, voilà, ça va nuire à la réputation de votre domaine. Hein. Et en fait, c'est surtout ça qu'on ne doit pas faire, qu'il faut totalement éviter. Ouais, Julien. Alors, j'ai deux questions. Il y en a une pour Nils et une pour Julien. Alors, la première question, elle est pour Nils. Ça vient de Peggy qui dit comment sont gérés les désabonnements parce qu'elle a eu le cas de quelqu'un qui voulait. Voilà. Et donc, est-ce que du coup, Emelia gère la partie des abonnements? Même comment expliquer pourquoi, c'est ce qu'un peu a introduit Julien dans son discours voilà, par rapport au fait de contacter des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, voilà. Donc, Nils, tu peux nous expliquer. Et après, derrière, il y aura la question de Cécile pour Julien. Ouais, sur les désabonnements, c'est ça. Donc, c'est sur les désabonnements. Un lien de désabonnement, est-ce que ça existe ou pas? Oui, alors le lien de désabonnement dans Emelia, en plus dans l'intégration qu'il y aura chez Find Customer, si la personne se désabonne, ça va la désabonner de la séquence. Ça va la désabonner de la séquence en cours. Peggy vient de m'engueuler en me disant, la question était plus précise. Elle a dit, je m'explique. J'ai eu un prospect qui s'est désabonné via un autre outil. Et dans mon scénario, il était censé recevoir un autre email dans un mois. Il a tout de même reçu, même s'il était désabonné. Ah bah s'il s'est désabonné sur un autre outil, forcément, il n'est pas désabonné chez Emelia. Il n'y a pas de communication dans… Alors, pour faire simple, ça veut dire que s'il est désabonné, c'est à toi de faire le travail, de l'enlever en fait de ta liste de prospection. J'interviens. Ce que je veux dire, c'est dans un autre outil. J'ai fait un scénario. J'envoie mes mails à mes prospects. Si dans un mois, j'ai pas de clic, rien, ils reçoivent un autre mail. Lui, s'était désabonné entre-temps, mais il a quand même reçu un mois plus tard un mail. Est-ce que dans votre outil, je n'aurais pas ce problème-là? Ah, d'accord. Effectivement, s'il a cliqué sur le lien de désabonnement,
il ne recevra plus. Il est en dehors de la liste, point final. Même si j'ai fait mon scénario avant qu'il se soit désabonné. Ouais. Ok. En fait, ça va bloquer. J'ai eu le droit à des noms d'oiseaux. Il m'a traité tout le nom après. Alors ça, juste pour info quand même, quand on débute dans le call d'email, parfois on se mange des retours où les gens ne sont pas contents. Il faut faire avec. Si tu n'es pas prêt à manger des retours de gens pas contents, c'est compliqué. Mais on va y revenir après justement là-dessus, d'être à l'aise avec les messages justement qu'on envoie. C'est super important. Mais c'est sûr que parfois, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que vous leur avez envoyé un mail et puis ils vont dire c'est pas RGPD, etc. Même si ça l'est parce que c'est pro et qu'il y avait une valeur ajoutée. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des messages. Le mieux quand même, par contre, un conseil, c'est même ces gens qui ne sont pas contents, vous leur répondez. Si on est commercial, voilà, la vraie différence, comme Julien l'a dit, c'est qu'on ne fait pas du mass mailing, ce n'est pas du marketing, c'est vraiment du commercial. Et donc, si on est commercial, quelqu'un qui répond qu'il n'est pas content, c'est comme quand on fait de la prospection téléphonique. Le mec, il dit ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et on continue de lui parler, pour ceux qui ont déjà fait de la prospection téléphonique, comme j'en ai fait. Le mec, il dit il n'est pas content, et c'est pas grave, on continue de lui parler. Tant qu'il n'a pas raccroché, on continue de lui parler. Le mail, c'est pareil. Il dit qu'il n'est pas content, vous m'avez prospecté, je ne vous connais pas, blablabla. Vous lui répondez, vous essayez de retourner la situation. Quoi qu'il arrive, si on est commercial, c'est ce qu'il faut faire. Si on n'arrive pas à retourner la situation, on n'arrive pas à la retourner. Mais quoi qu'il arrive, on répond toujours aux gens. Ça, ce n'est pas un conseil de cold email, c'est juste un conseil de commercial tout court. On répond à tout le monde. Le mec, il n'est pas content, on lui répond quand même. Ça, on n'a pas envie de le faire de base, mais parfois, on peut tourner une mauvaise opportunité en bonne. Donc, Ok. Julien, du coup, la question pour toi, c'est est-ce qu'il est pertinent, alors c'est plutôt du marketing pur et dur, est-ce qu'il est pertinent d'acheter son domaine en .com ou en .io, par exemple, si on est en .fr, pour ne pas griller son adresse email si on gère mal les campagnes de cold email en débutant? Non, là, effectivement, on en revient à la réputation du domaine. On a parfois des clients qui nous ont dit, voilà, moi, je vais créer un nouveau nom de domaine pour ma prospection par email. Nous, c'est pas forcément ce qu'on recommande parce que votre domaine, justement, avec le temps, normalement, il s'est constitué une très bonne réputation. Donc, si tout d'un coup, vous changez de domaine, ça va être un domaine qui est tout neuf et il n'aura pas le bénéfice de la très bonne réputation que vous avez pu générer avant avec votre premier domaine. Donc nous, on va pas vous conseiller de changer ça. L'idée, effectivement, si vous utilisez un outil de cold email, l'outil de cold email, son objectif est de justement séquencer les envois, de simuler le comportement humain pour envoyer les emails. Ce qui fait qu'on ne va pas envoyer 5000 emails par jour. Nous, on vous conseille de ne pas dépasser les 100-150 emails par jour. Avec 100-150 emails par jour, et si vous avez vérifié les emails justement avant de shooter vos emails, faut bien vérifier les adresses aussi avant. Fan Customer, voilà, vous permet de le faire. Vous allez avoir un taux de bounce qui sera très très faible. Donc le bounce, c'est quand l'email rebondit, quand l'adresse mail est fausse. Si les emails sont vérifiés avant, ce taux-là sera hyper faible sur 100-150 emails, et cela ne va pas nuire à la réputation de votre domaine. Donc, si vous vérifiez les emails, que vous utilisez un outil de cold email, voilà, vous pouvez continuer à prospecter sur votre domaine de base sans nuire à sa réputation. Ouais, voilà. Si vous faites du cold email propre, il n'y a pas besoin d'acheter un autre nom de domaine. Vous serez favorisé sur le fait que vous utilisez un domaine qui existe déjà, qui a déjà eu des échanges, etc. Mais après, il y a toujours deux versions. Ça, c'est une question qui revient souvent. C'est sûr que si on veut faire du cold email et de le faire un peu plus ressembler à de la masse, en essayant d'en envoyer 500, etc., là, du coup, il vaut peut-être mieux prendre un autre domaine. Ça se débat. Mais normalement, si on fait du cold email propre, en n'envoyant pas trop de mails, il n'y a pas besoin de prendre un autre nom de domaine. En plus, pour l'avoir fait sur certains clients, parfois, c'est quand même un peu galère à gérer parce que du coup, les gens vous répondent sur un .fr alors que vous êtes en .io, mais n'empêche que quand vous voulez reprendre la conversation, si vous avez 5 boîtes mail avec 5 noms de domaine différents, quand vous repassez sur votre nom de domaine principal pour prendre la suite des mails, ça peut créer un conflit. Donc voilà, même nous, quand on le faisait à des moments, on envoyait avec le bon mail, avec le nouveau mail d'un nouveau nom de domaine, mais dans la signature, on remettait quand même le nom de domaine original. Et en plus, il faut penser aussi au fait que si vous achetez un nouveau nom de domaine,
prévoyez de voyer avec votre développeur pour faire une redirection vers votre nom de domaine principal. Parce que sinon, je prends la fin de votre adresse mail. Moi, ce que je fais quand je reçois des mails, je prends la fin de l'adresse mail, le nom de domaine, je le mets dans mon navigateur. Et si je vois que le nom de domaine, il pointe sur rien, que je n'ai pas une redirection vers le site principal, bah, du coup, je trouve ça bizarre. Donc, en tout cas, si vous voulez le faire pour aller un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fort, prendre des noms de domaine différents, il faut bien penser à les faire chauffer. Mais pensez à faire la redirection et mettez-vous en tête que voilà, les gens vont vous répondre sur cet autre nom de domaine, qu'il va falloir reprendre la main sur le nouveau. Et ça fait toujours une passation assez bizarre pour le client. Alors, il y a Rudy qui s'impatiente, qui a envie d'une démo. Rock'n'roll. Julien, tu veux le faire ou moi, j'ai un cas d'usage aussi, comme tu veux. C'est toi qui vois. Non, vas-y, fonce. Quand même, juste pour terminer, juste pour terminer sur ce sujet-là, avant qu'on passe à la démo, c'est que effectivement, l'objectif en prospection est de ne pas arriver en spam, et d'arriver dans la boîte de réception de son prospect, parce que vous avez beau écrire le meilleur des emails, on va parler copywriting aussi après la démo, mais le prérequis est vraiment technique. Donc, soignez vraiment tout ça. Je vais aussi, là, dans le chat, j'en profite, je vais vous mettre un lien vers un outil qui s'appelle Mail Tester. Mail Tester, c'est un outil qui va vérifier si tout est bien paramétré de votre côté, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Donc, on va utiliser des mots barbares, c'est tout ce qui est des KIM, des marques, SPF, etc. Il faut bien que tout soit paramétré sur votre domaine, parce que les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, s'ils voient que votre domaine, si tout n'est pas bien paramétré, si ce n'est pas propre, votre email va être considéré comme peut-être spammant et on ne va pas vous autoriser à passer. Donc, utilisez MailTester, envoyez un email là-dessus et cet outil-là va vous dire si tout est bien paramétré de votre côté. Soignez bien tout ça avant de shooter vos premiers emails. Alors, on va partir sur la démo. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, je vais le mettre en plus grand aussi. Voilà. Ouais. Ok, donc tout le monde voit mon écran, c'est bon? Ok. Alors, pour vous expliquer, j'ai cherché en fait un cas d'usage et j'ai trouvé que le meilleur cas d'usage possible, en fait, c'était l'événement qu'on est en train d'organiser aujourd'hui. Donc voilà, il y a des gens qui participent, on avait des inscrits, plus que ce qu'il y a de gens, mais il y a certains, voilà. Donc l'idée, c'était de communiquer avec eux. Donc en gros, on peut aller sur Find Customer. Donc ça, voilà, on a organisé l'événement, je vais aller sur la page et en fait, je vais vous montrer le résultat. En fait, tout simplement, que j'ai travaillé pour pouvoir, alors excusez-moi pour la connexion qui est un peu lente, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, donc on va aller sur l'événement qu'on a organisé, qui est là. Je vais aller sur l'événement. Moi, je suis inscrit, forcément, et vous allez pouvoir vous inscrire à votre événement ou alors à l'événement de quelqu'un d'autre. Donc, vous allez pouvoir récupérer les gens qui ont un événement en lien avec vous. On prend par exemple l'exemple de Peggy. Peggy qui est dans la traduction, certainement qu'elle a des concurrents qui organisent des événements, elle va pouvoir s'immiscer discrètement dans l'événement et récupérer en fait tous les participants à l'événement et communiquer pour eux. Donc là, vous voyez, j'ai organisé mon événement, puis je vais aller dans networking. Je veux vraiment aller vraiment sur un cas pratique et hyper pratique. Donc on va laisser charger un peu la chose. En gros, on était sur à peu près 55 personnes qui se sont invitées là. Donc voilà, on a les relations et en fait, on veut voir l'intégralité des participants. Il y en avait 58 qui étaient là. Donc voilà. Et là, du coup, si vous voyez, j'ai une belle recherche, voilà, avec tous les participants de l'événement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon URL de recherche, je vais aller dans Find Customer, je vais faire Nouvelle recherche, et c'est là où vous allez voir en fait la puissance d'utiliser les meilleurs outils du marché pour faire un truc qui paraît super simple. Un événement, je récupère les gens d'un événement et je leur parle d'un sujet que eux, ils nous ont donné. On parlait justement d'hyper-personnalisation. Là, moi, j'ai 55 personnes qui sont super intéressées par le cold email, puisque je les ai invités moi. Alors, c'est mon événement, mais ça aurait pu être un autre événement. Donc là, je vais l'appeler Mills, ma recherche. Hop. C'est une petite dédicace pour toi. Là, ici, c'est bien une recherche LinkedIn. Donc, on peut aussi le faire sur Sales Navigator pour aller chercher des groupes ou alors avec son propre outil, alors son propre fichier Excel, etc. Bien sûr que je veux les emails et les téléphones, mais vous auriez pu aussi travailler uniquement sur LinkedIn. Je ne veux pas les emails, je ne veux pas les téléphones. Tout ce que je veux, c'est les URL LinkedIn. Mais moi, je veux tout avoir pour pouvoir justement les contacter en multicanal puisqu'ils sont super intéressés. Là, je vous conseille fortement de commencer toujours par Drop Contact. Pourquoi? Parce que Drop Contact, c'est le plus complet.
et il a une exigence en termes de qualité d'email. Donc, on va y arriver, c'est ce que disait Niels, il faut une qualité d'email pour qu'il y ait une belle délivrabilité. Et l'idée, c'est vraiment ça. Hunter va aller récupérer ceux qui sont un poil en dessous, en cascade. Donc, en gros, l'exigence de drop contact est très élevée, mais quelquefois, il en laisse un petit peu de côté alors qu'ils sont très bons. Et bien, justement, Hunter va aller récupérer les derniers restants, on va dire. Donc, on commence toujours par drop contact. Et ici, vous voyez, on vous conseille des scénarios de recherche. Alors, on aurait pu récupérer, par exemple, les DRH à Lyon. Voilà, c'était une cible qui nous intéresse. On sait qu'ils sont DRH à Lyon. Bon, on a une cible à aller chercher. Par contre, là, nous, on est plutôt sur les participants à un événement. Donc, je sélectionne. On aurait pu aller chercher les commentateurs ou les likers d'un post. On aurait pu aller chercher le profil d'une seule personne, etc., etc. Là, ici, on va coller l'URL. C'est vraiment hyper simple. On fait suivant. Là, ici, c'est le nombre de contacts. Alors, j'ai 58 participants. Je vais faire 10, mais j'ai 58 participants. Donc, j'aurais pu taper ici 58 tranquillement. D'ailleurs, je vais le faire. Comme ça, c'est fait. Ici, en fait, on va connecter notre LinkedIn à Find Customer pour trouver le bon chemin l'un avec l'autre. Donc, comme ça, Find Customer sait où il devra aller chercher les choses sur LinkedIn, tout simplement. Donc, on sélectionne le petit résumé de la recherche qu'on a fait. On lance. Et c'est parti. En gros, pour vous expliquer, si je n'avais pas papoté un petit peu avec vous et fait quelques petites blagounettes, en 10 secondes, je commençais à extraire une liste de prospects. Je vais vous montrer du coup le résultat, puisque je l'ai déjà fait, je l'ai fait ce matin. Donc, hop, ici, Event Emilia. Je l'ai appelé comme ça, je ne l'ai pas appelé Niels, je l'avais appelé Event Emilia. Donc là, moi, je vais arriver sur ma recherche, si ma connexion veut bien le faire. Bon, ça, c'est la recherche de Kevin. J'aime quand ça lag. C'est ma connexion qui est pas bonne. Depuis que j'ai eu un enfant, on m'a expulsé dans un bureau au fin fond de l'appartement, donc ma connexion est lente. Donc voilà, ça c'est mon event. Donc vous voyez, j'ai récupéré des adresses email, j'ai récupéré des numéros de téléphone et je vais pouvoir peut-être commencer à prospecter efficacement. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai sélectionné tous mes contacts. Et du coup, comme c'est des connaissances à moi qui sont déjà connectées, j'ai pu directement leur envoyer un petit message. Donc certainement, ce matin, vous avez reçu un message disant « Bonjour Pierre, bonjour Antoine, bonjour Peggy. N'oubliez pas qu'à 11h30, il y a un événement. » Et je suis persuadé que Peggy, grâce à ce message-là, elle s'est dit « Ah bah tiens, j'ai oublié de me connecter, j'ai oublié de m'inscrire. » Et elle s'est inscrite. Donc voilà, donc là, par contre, pour un autre exemple, vous allez pouvoir visiter le profil qui a un biais cognitif hyper fort parce que vous aurez la petite notification ici de dire Julien a visité votre profil. Ensuite, vous allez pouvoir planifier des demandes de connexion. Donc, vous connectez à eux avec un message personnalisé ou alors envoyer tout simplement un message si c'est déjà dans votre réseau. Et là, on en arrive à l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir aussi l'exporter en Excel, en CSV ou en Google Sheet et le mettre dans votre CRM. Bientôt, on va pouvoir le faire de manière automatique, mais un peu de patience, ça va arriver. Et puis là, maintenant, on arrive au moment le plus important que tout le monde attend aujourd'hui, c'est de cliquer simplement ici. Vous avez vos emails, vous avez tout récupéré, vous avez fait votre enrichissement en cascade, vous avez 70 mails à envoyer, etc. Et bien, c'est parti. On crée notre campagne en email. On sait qu'on en a 39 emails à envoyer. Ça va être sélectionné, aucun problème. Et là, comme par magie, on arrive sur Emilia. Pour vous expliquer, là, avec tout ce que j'ai fait, vous êtes passé par Drop Contact, Hunter, Captain Data. Si vous envoyez des messages, c'est Find Customer et Captain Data. Et là, comme par magie, vous êtes aussi sur Emilia. Donc, tout l'intérêt de Find Customer, c'est justement de prendre les meilleurs outils du marché, comme je le disais tout au début, de prendre les meilleurs outils du marché, de simplifier l'utilisation. Vous avez vu, c'est super simple, un copier-coller, et on arrive quand même à pouvoir envoyer des emails. Donc là, après, il y a tous les paramétrages qu'il y a à faire. Donc, quand est-ce qu'on l'envoie? Du lundi au vendredi, pour éviter d'envoyer un joli mail de prospection le dimanche à 2h du matin. Éviter ce genre de drame. On est quand même sur du B2B. Donc, les gens, généralement, ils travaillent du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, il faut les laisser se reposer. Et surtout, ça ne sert à rien d'envoyer un email à 2h du matin. C'est une catastrophe totale. Donc, c'est là où on vient sur des heures de bureau pour simuler le comportement humain au maximum, sans enlever l'humain qui est derrière quand même. Le nombre d'emails qu'on envoie aussi de manière journalière. Alors, peut-être que Niels expliquera aussi quelles sont les limites et Julien aussi expliqueront quelles sont les limites les plus abordables. Moi, je ne touche pas. Je suis à 100. Je suis un bon élève. Il y a marqué 100. Je laisse sur 100. Donc, voilà. Ensuite, comme pour l'expliquer Peggy, c'est que là, il y a un moment où il faut que ça s'arrête, la séquence. C'est-à-dire que si la personne a répondu ou cliqué sur le lien ou vers l'email ou même les trois,
il faut arrêter de le spammer, de lui envoyer des messages dans tous les sens en permanence pour le harceler en disant ah, achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit. Stop. Ça, c'est pas ça la prospection. Il faut être propre dans ce qu'on fait. C'est ce que dit Niels depuis le début. C'est qu'il faut être carré et propre dans ce qu'on fait pour être le plus efficace possible et toucher la personne de la meilleure manière possible. Ensuite, vous allez pouvoir traquer l'ouverture des emails et traquer les liens cliqués. Ensuite, vous allez pouvoir aller vers votre email. Vous écrivez votre email standard avec le sujet, voilà. Vous allez pouvoir écrire, rajouter des liens, le mettre en page comme vous voulez. Et surtout, important, vous allez pouvoir ici ajouter un lien de désinscription pour que la personne puisse cliquer dessus en disant arrêtez de m'embêter, j'en ai marre. Donc, il va dans une liste spécifique. Vous pouvez mettre des variables différentes, le nom, le prénom, et puis vous allez pouvoir rajouter des relances. Donc là, c'est vraiment Emilia. Donc, on l'a fait avec notre interface à nous, mais c'est Emilia qui tourne derrière. Vous allez pouvoir planifier justement la relance au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, comme vous voulez, en fonction de votre rythme. Et puis rock'n'roll, c'est parti. Vous avez vos contacts, et puis vous avez les statistiques qui vont apparaître au fur et à mesure. Il n'y a vraiment rien de plus simple pour pouvoir partir d'un événement qu'on a créé avec 50 personnes qui sont inscrites. On va pouvoir communiquer avec eux, leur faire voilà, vous avez participé à l'événement, ou peut-être pas. Voilà, le replay, ce sera à cet endroit-là. Et si vous voulez en savoir plus, allez vers ci, vers ça, etc., etc. Et là, on commence à prospecter de la meilleure des manières. J'ai fait exactement la même chose, par exemple, avec mes propres abonnés. Je suis allé chercher mes propres abonnés à un moment, et derrière, je leur ai dit, voilà, j'ai 3000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, j'en discute pas avec la moitié, on pourrait peut-être discuter ensemble, je vous montre ce que je fais, vous me montrez ce que vous faites, et puis on crée de la relation commerciale ensemble. Et c'est là tout l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier ce que les gros hackers et les grosses marketeurs nous proposent en disant c'est super simple, machin chose, tout ça. Voilà. Alors qu'en fait, c'est compliqué. Chaque outil est spécialisé dans un domaine, on va les relier tous ensemble, et du coup, vous avez Find Customer qui arrive comme une fleur en disant nous, c'est pas notre tech devant, nous, notre tech, c'est vraiment de mettre en valeur les outils du marché et de les simplifier. Si vous voulez des fonctionnalités de fou pour un truc, prenez l'outil seul. Mais si vous voulez tout cumuler et faire un vrai chemin de prospection, passez sur Find Customer et vous verrez, c'est top. Maintenant, je vais laisser la main à Julien qui va expliquer justement l'aspect email, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on fait du beau copywriting. Niels va vérifier s'il ne dit pas de bêtises. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis toujours derrière. Donc voilà, moi je vais me taire maintenant, j'ai fait ma partie, c'est Julien qui va parler. Non, mais merci Julien. Donc effectivement, tu as touché un point important, puisque en cold email, pour avoir de bons taux de conversion, le ciblage déjà de ces prospects est hyper important. Hein. Je pense que Niels, tu vas être d'accord. C'est que si vous tapez directeur marketing sur LinkedIn, que vous scrapez les 2000 contacts et que vous essayez d'envoyer un email non personnalisé à ces 2000-là, forcément le message ne sera pas adapté. Définissez proprement vos personas en amont, c'est hyper important. Partez de vos clients existants, hein, c'est ce que j'aime bien dire. Regardez quel est l'effectif de l'entreprise, de vos clients. Regardez quelles sont la taille de leur équipe, par exemple pour les directeurs marketing, si on reste là-dessus. Regardez quelle est la taille de l'équipe marketing, regardez quels sont les défis qu'elles relèvent au quotidien, regardez quels sont à quelle étape du processus elles sont dans leur prise de décision sur tout ça, et vous allez remarquer que par rapport à la solution que vous vendez, il y a des critères qui vont être communs à certaines personnes et pas à d'autres, et c'est comme ça que vous allez épurer votre fichier de prospection, et que vous allez aussi obtenir un dénominateur commun, hein, que vous allez pouvoir utiliser pour personnaliser votre email. Donc là, Julien a pris l'exemple des participants à un événement. Hein. Donc là, on a le dénominateur commun, et c'est avec ça qu'on va pouvoir personnaliser ensuite nos emails. Sinon, il y a la personnalisation vraiment la plus aboutie, qui est de dire j'ai ma liste de contacts. Par contre, ligne par ligne, je vais aller visiter le profil LinkedIn de la personne, ou je vais aller suivre l'actualité de l'entreprise pour essayer de trouver une actualité, un fait sur lequel je vais pouvoir rebondir et utiliser dans mon email. Et grâce à ça, je vais réaliser une introduction personnalisée, un icebreaker, disent les pros. Et là, vous allez avoir cette introduction totalement personnalisée pour votre prospect. Ça fonctionne très très bien, puisque n'oubliez pas que quand votre prospect reçoit votre email, la première chose qu'il voit, en fait, c'est déjà votre nom, hein.
vous êtes l'expéditeur du message. Donc, je vois que c'est Niels Cohen qui m'écrit. Ensuite, je vois l'objet de l'email. Et ensuite, je vois un petit aperçu du texte que contient l'email. Donc, si cet aperçu-là, c'est un texte qui vient tout de suite pitcher ou c'est un message où vous commencez à raconter votre vie, il est fort possible que votre prospect n'ait pas envie d'ouvrir votre email. Donc, ayez un objet un petit peu percutant, on va revenir dessus juste après, mais faites une introduction personnalisée, c'est hyper important. Donc, Niels, toi, c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui énormément pour tes clients. Pour parler un petit peu copywriting, voilà, on commence à parler de l'objet, de l'icebreaker. Est-ce que toi, tu as effectivement des remarques, des bonnes astuces à apporter à notre audience là-dessus? Oui, c'est vrai que nous, là, dernièrement, donc quand on fait du gros marketing pour nos clients, la plupart du temps, on va vraiment essayer de faire des campagnes ultra personnalisées avec des icebreaks ultra personnalisés en passant en revue les profils de chaque contact et en trouvant quelque chose à dire. Par exemple, si elle a fait un double cursus, j'ai vu que vous avez fait un double cursus. Si elle a beaucoup évolué dans son entreprise, parce qu'on le voit dans l'historique des expériences LinkedIn, je vois que ça fait longtemps que vous êtes chez Trucmuche et que vous évoluez. Ou si elle vient tout juste d'avoir un nouveau poste, je vois qu'il y a depuis un mois, vous avez un nouveau job dans votre entreprise, etc. Donc voilà, juste trouver un point d'accroche. Même si, et on a plein de retours, hein, soit les gens pensent que du coup, c'est vraiment un mail fait à la main, ce qui est quand même le but de base, mais même quand ils savent que c'est automatisé, ils se disent, on a eu des retours, oui, ça se voit que c'est automatisé, mais très très bien fait, vous avez quand même pris le temps, etc. Donc c'est ça le but, c'est que vous créez un point d'approche avec la personne. Même s'il sait qu'il y a une partie qui est automatisée, au moins, il y a un travail qui a été fait, donc ça fait plaisir. Et ça permet d'engager la discussion. Même si le mec dit, moi, votre produit ne m'intéresse pas, mais peut-être vous pouvez rebondir sur autre chose, mais au moins, il vous répond parce que ça force la réponse de voir un mail où il y a un icebreak totalement personnalisé. Ça force la réponse parce qu'on se dit, le mec, il a vraiment fait son taf. Donc, je vais répondre. Après, il y a des cas, moi, ce que j'aimerais expliciter là, je ne sais pas quelles étaient les discussions qui sont censées être amenées aussi, mais il y a des cas où, par exemple, ça ne marche pas. Et ce que moi, j'aimerais dire, c'est que, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça dépend du business de chacun, ça dépend de sa cible, ça dépend de son produit. Parfois, il y a des cas où l'hyper-personnalisation, ce ne serait pas du tout rentable. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, parce que nous, maintenant, on essaie vraiment que de vendre de l'hyper-personnalisation. On en fait. Mais on a eu un cas où il y avait une cliente, elle avait une cible qui était beaucoup trop large et dont le produit, on sait très bien que 9 fois sur 10, on ne tapera pas dans le mille. Je vais vous donner l'exemple. Elle visait pour vendre des formations à des développeurs. Donc, des développeurs qui sont déjà en poste, leur vendre une formation en plus. Bon, moi, personnellement, je sais très bien, mes 2 développeurs que j'ai chez Bridgers, tu leur envoies un mail pour une formation en plus, ils ne vont pas la prendre. Ils sont déjà en poste. Donc là, par exemple, c'était un cas où le but, c'était peut-être de cibler plus large sur une campagne qui va prendre plus longtemps. Mais là, personnaliser, alors qu'on sait très bien que 9 fois sur 10, quoi qu'il arrive, malgré la meilleure approche, le client ne sera pas intéressé. Ça n'a pas de sens de perdre du temps. Ce n'est pas rentable de personnaliser. Par contre, sur des produits, imaginons, je veux vendre un produit au DRH. Imaginons, je veux vendre PayFit au DRH. Donc là, tous les DRH, ils ont un intérêt à prendre PayFit. Personne n'est en concurrence avec PayFit ici, ça va, j'ai le droit de l'utiliser. Donc voilà, tous les DRH, ils ont un intérêt à prendre PayFit. Donc je sais que si je contacte 500 personnes, si je fais 500 icebreaks, ça vaut le coup. Parce que de base, si tu es DRH, PayFit, c'est utile pour toi. Donc si ce que tu vends est totalement utile et à ta cible, et là, ça vaut le coup de faire des icebreaks. Si tu vises large parce que ton produit, de toute manière, ton taux de conversion, il sera faible, comme là pour l'exemple. Moi, tu me vends une prestation pour apprendre à faire du cold email, tu as beau me contacter, je ne prendrai pas une prestation pour apprendre le cold email. Donc voilà, ça dépend vraiment de la cible et de son produit. Est-ce qu'on a pile la bonne niche de sa cible, qu'on sait que normalement, elle devrait être ultra intéressée?
là, ça vaut le coup de faire de l'hyper-personnalisation. Donc voilà, je ne sais pas si c'était clair. Ouais, complètement. Bah, tu touches un point important qui est aussi la subjectivité du discours. Aussi, c'est que chacun va avoir un a priori un petit peu sur l'email qu'il reçoit. C'est quelque chose de très personnel. Parfois, Julien, quand il fait des campagnes de cold image, j'aime pas trop ce qu'il a écrit. Inversement, quand parfois moi j'écris des emails, il dit bon, écoute, moi je l'aurais pas écrit comme ça. Et puis pourtant, on envoie les deux emails et les campagnes ont donné quand même des résultats similaires. Donc, voyez, on est vraiment sur de la relation commerciale. Il y a un dicton qui dit qu'on travaille avec les gens qui nous ressemblent. Hein. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est très très vrai aussi dans la prospection par email. N'ayez pas peur de vous lancer. L'email parfait à 100%, il n'existe pas puisque il sera parfait pour Jean, il ne sera pas parfait pour Paul. Donc vraiment, allez-y, écrivez, A/B testez vos emails. Hein. Je pense que Niels, là, vous essayez aussi pas mal de choses. Des éléments qui sont à A/B tester, ça peut être justement l'objet. Hein, essayez de mettre deux objets différents, essayez de mettre une introduction peut-être différente. Ensuite, le corps de l'email. Hein, en général, hein, si on dissèque un petit peu la partie copywriting d'un email, hein, donc objet, bonjour, prénom, civilité, nom, voilà, ça c'est aussi à vous de le définir en fonction de votre cible, votre accroche personnalisée. Et ensuite, c'est là effectivement la partie de l'email où vous allez commencer à parler de votre produit, parler de votre solution, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Donc là, ne dites pas je fais ci, je fais ça, je suis CEO et je fais voilà un outil de facture. Hein. Essayez de vraiment parler des problématiques de votre prospect. Voilà, vous devez rencontrer tel problème. J'ai pensé que ma solution pouvait vous aider, mais voilà, ne pitchez pas trop tôt votre solution. Parlez vraiment de ce que vous pouvez apporter à votre prospect. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le call to action, juste en dessous. Donc, sur ces deux sujets-là, il faut qu'il y ait une solution sur une problématique très, très précise à résoudre. Et ensuite, sur le call to action, il en faut aussi un seul. Hein. Ne commencez pas à dire, à proposer tout un panel de solutions. Alors, si vous voulez, on peut faire du visio, on peut faire du téléphone, on peut faire on peut prendre rendez-vous, on peut faire ci, mais sinon, dans auquel cas, si aucune des solutions ne va pas, prenez mon lien Calendly et réservez un créneau. Hein. Non, ne faites pas un sapin de Noël de call to action. Choisissez-en un et éventuellement A/B tester ce call to action pour voir lequel fonctionne le mieux. C'est l'enthousiasme de la foi, en fait. Quand on est gérant de sa société ou quand on est commercial arrivant dans la société, souvent, en fait, on a foi en se disant que notre outil va servir à tout le monde. Et même si la problématique est générale, il n'y a qu'une partie, en fait, du marché qu'on peut cibler. Et tout le monde n'est pas Google ou tout le monde n'est pas Facebook pour avoir 8 milliards d'utilisateurs, etc., etc. Donc, en gros, c'est vraiment typiquement ça, ce que disaient Niels et Julien, c'est qu'aujourd'hui, on a foi en notre outil, donc on se dit, bah, attends, un logiciel de prospection comme Find Customer, il est utile à l'univers entier, n'importe quelle entreprise. Ben non, en fait. Il y a une cible, quand on commence à creuser un petit peu, ben voilà, c'est peut-être pas les grands groupes, c'est pas non plus peut-être les gros hackers, c'est peut-être, et tout d'un coup, on diminue le marché pour arriver à une cible parfaite, ce qu'en marketing, on appelle le persona idéal, ce que Julien me demande H24, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une cible bien précise, et dans cette cible-là, il y a un discours à tester et faire des choses au fur et à mesure pour y arriver. C'est ce que dit Julien. Typiquement, c'est que vous allez peut-être vous planter, faire des erreurs, etc., etc., mais au fur et à mesure, vous allez travailler le chose comme un diamant, et quand vous aurez fait ça, vous avez suffi d'itérer et de vous balancer, vous refaites toujours la même chose, et vous verrez que ça rentre tout seul. Ouais. Ce qu'il faut vraiment, si je peux me permettre, c'est que oui, de toute manière, il faut au maximum rendre ces campagnes de cold email les plus petites, sur le plus petit nombre de contacts. C'est-à-dire, OK, même si, par exemple, j'ai un produit, je veux tous les DRH, je vais cibler les DRH de grands groupes d'une certaine manière avec un copywriting différent. Je vais cibler les DRH d'entreprises moyennes d'une manière différente. Donc, même si je veux viser tous les DRH de la planète, c'est pas comme ça que je vais segmenter. Je vais forcément segmenter en petites campagnes, peut-être même trouver les types de métiers. Par exemple, ceux qui sont dans l'industrie, ceux qui sont dans l'alimentaire, etc.
faut au maximum segmenter. On ne peut pas se dire, OK, je veux tous les DRH, je vais envoyer à tous les DRH, je vais tout scraper, je vais scraper 60 000 sur LinkedIn, je vais tout mettre dans une campagne, le taux de conversion il sera faible. Il faut trouver comment réduire au maximum ces campagnes et segmenter bien ces personas. Donc, pour les adresser d'une manière différente. Julien, tu avais quelque chose Non, ouais, très clair, très clair. Je reviens effectivement sur le call to action, puisque la bonne question à se poser, c'est quel est l'objectif aussi de ma campagne? Est-ce que l'objectif de ma campagne, c'est de trouver des rendez-vous avec mes prospects? Est-ce que l'objectif de ma campagne, c'est de les faire connecter sur ma plateforme Find Customer pour qu'ils l'essayent? Est-ce que j'ai repéré que des personnes participaient à un événement et du coup, j'aimerais leur proposer un contenu complémentaire au sujet de cet événement? Voilà, donc tout ça, ça va changer l'objectif de l'email et changer vos objectifs de résultats. Hein, parce que pour parler un petit peu chiffres, voilà, en moyenne, c'est quoi un bon taux d'ouverture, un beau taux de réponse ou un bon taux de clic dans une campagne de cold email chez toi, Niels? Ouais, bah ça c'est bien, c'est un sujet que je voulais évoquer parce que en fait, parfois c'est la question, c'est oui, j'ai eu 15% de réponses, est-ce que c'est bien? J'ai eu seulement 5% de clics, est-ce que c'est bien? Il n'y a pas de réponse fixe à ça parce que ça dépend déjà de ce qu'on vend, ça dépend de plein de choses. Déjà, est-ce qu'on a du lien cliqué? Est-ce que dans votre mail, vous avez mis un lien et avez incité à cliquer? Si vous avez juste mis un lien sur un mot en espérant que la personne se rende compte qu'il est souligné et que c'est un hypertexte, il faut cliquer, ça va être compliqué. Si on met un lien, à part le lien dans la signature qui est là pour aller visiter le site, ou autre, Instagram, etc., il faut inciter la personne à cliquer si on veut qu'elle clique, pas juste surligner en hypertexte le mot. Et après, en fonction des réponses. Il y a des campagnes. Par exemple, moi, si je veux faire une campagne de mailing pour Emilia, je ne m'attends même pas à ce que les gens me répondent. Ce que je veux, c'est qu'ils aillent sur le site et qu'ils s'inscrivent. Et en plus, Emilia coûte 19 € par mois. Donc, c'est aussi une question de rentabilité de la chose. Par exemple, si je vais vendre de l'optimisation fiscale, où je sais que voilà, je vais adresser les CEO de boîtes, je suis une boîte, moi je suis avocat fiscaliste, je vais faire de l'optimisation fiscale, je vais contacter 300 CEO de boîtes pour leur dire, voilà, moi je fais de l'optimisation fiscale, etc. C'est des contrats qui rapportent 10 000, 15 000 € pour l'avocat, certainement. Je dis des chiffres au hasard, je ne fais pas d'optimisation fiscale. Mais du coup, si j'ai fait une campagne sur 300 contacts et que j'ai eu 5 personnes qui m'ont répondu, j'en ai signé 2, bah peut-être j'ai gagné 30 000 €. J'ai gagné 30 000 €. Donc, si moi, par exemple, j'ai un avocat fiscaliste qui me demande de faire une campagne et que je lui ai rapporté 30 000 €, alors qu'en vrai, sur 300 contacts avec Icebreak personnalisé, il en a signé 2, bah moi, il m'aura peut-être payé 2 500, mais derrière, lui, il a gagné 30 000. Donc, c'est ça aussi qu'il faut calculer. Et ça, c'est super important parce que les taux de réponse, parfois, moi, je fais des campagnes où le but, ce n'est pas d'avoir un taux de réponse, c'est d'avoir un clic et ensuite d'avoir le rendez-vous sur le calendrier. Et puis parfois, on peut avoir des… Enfin, voilà, parce que, à le dire clairement, parfois sur LinkedIn, peut-être l'époque, elle est passée un peu, mais tout le monde était là, oui, j'ai eu 80% de taux de réponse, etc. Ça ne veut rien dire. Si on fait du ultra personnalisé, on est super… Le message est très bien, on peut avoir la réponse, et pourtant, la réponse, elle est négative. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi calculer le ROI, en fait, tout simplement, le retour sur investissement et la rentabilité du temps passé. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je fais une campagne ultra personnalisée sur 1000 personnes, alors que je sais qu'en fait, il n'y en a que 10% qui seront dans la cible, bah, j'ai perdu du temps, je ne suis pas rentable. Donc, par contre, moi, quand je fais du cold mailing, si je devais payer quelqu'un la même chose que ce que moi, je facture quand je fais du cold mailing, pour vendre Emilia, ce ne sera jamais rentable parce que le produit, il est trop peu cher. Il est trop peu cher. Donc, il faudrait vraiment atteindre vraiment beaucoup de gens pour espérer qu'une campagne qui coûte 2 000 €, disons même si elle n'est pas personnalisée, elle est sur voilà, 1000, 1500 contacts, je sais très bien que je ne serai pas rentable. En tout cas, pas rentable sur le premier mois. Mais si j'acquiers des clients, puisque c'est du revenu récurrent, peut-être que je rentabilise au bout de 6 mois d'abonnement du prospect, j'ai rentabilisé ma campagne. Donc, c'est ça qu'il faut calculer. Parfois, on rentabilise d'un coup. Si moi, par exemple, sur l'agence digitale, j'essaie de vendre du développement, bah, j'ai besoin qu'une seule personne me réponde pour faire un développement d'application mobile. J'aurais besoin qu'une seule personne me réponde pour faire une application mobile à 30 000 balles. Je suis rentable.
Mais si j'essaie de vendre Emilia à 15 € par mois, bah, ce n'est pas du tout le même calcul. Je suis obligé de me dire, OK, le client, je vais l'acquérir, ça va me coûter cher le coût d'acquisition au départ, mais au bout de 6 mois, je l'ai rentabilisé parce qu'il m'aura coûté 100 €. Mais s'il reste plus de 6 mois, bah, voilà, ma rentabilité elle commence à partir de 6 mois que la personne paye l'abonnement. Donc, c'est ça qu'il faut réfléchir. Ouais, Ça dépend ce que je vends. Le Et, ROI. Le ROI est super important, effectivement. ah, le ROI, il est super important. Il y a une grande importance de. Souvent, quand on contacte 1000 personnes pour en toucher qu'une, ça dépend ce que ramène la une, justement. Ah ouais. C'est pas grave, on peut toucher 1 million de personnes pour une, c'est pas grave. Mais il faut que la une, bah, et c'est là où ça devient hyper important quand vous faites de la prospection. Il faut vraiment se ramener à cette idée que prenez le commercial à l'ancienne, celui qu'on a connu il y a 20 ans, fallait en fait la première étape du commercial, et je pense que Julien va acquiescer, c'est d'abord le commercial, il doit s'autofinancer. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il doit rentabiliser la société, et ensuite, lui, derrière, il gagne encore plus. Et donc, c'est ça l'idée. C'est aujourd'hui, quand vous utilisez des outils, c'est toujours le même modèle, sauf que c'est ramené à quelque chose de plus automatique et justement d'automatisé. Et c'est ça qui est super important aujourd'hui quand vous faites des emails. Il faut que vous puissiez avoir vraiment un feedback, avoir un retour sur ce que vous faites, quoi. Maintenant, pour donner un petit peu des repères quand même à l'audience, le repère qu'on peut donner, qui est quand même assez commun à tout le monde, il est surtout sur l'ouverture. Si vos campagnes de cold email ne dépassent pas les 35-40% de taux d'ouverture, c'est que peut-être il y a un problème là au niveau du paramétrage technique. Hein, on en revient à la réputation de domaine. Donc là, retournez sur MailTester pour voir si tout est bien paramétré. Peut-être changer l'objet et l'accroche de votre email. Mais si vous ne dépassez pas les 35-40% de taux d'ouverture, la raison est peut-être technique. Elle est technique. Là, le problème est technique, ou qu'on a vraiment une liste de contacts qui n'est pas bien enrichie, ce qui ne peut pas arriver si tu es passé par Fun Customer. Oui, c'est ça. Maintenant, si votre objectif de votre campagne, c'est de générer du clic dans votre email, et que vous voulez que cette personne clique sur votre lien pour prendre un rendez-vous dans votre agenda ou sur le lien de votre landing page, ne lui donnez pas d'autres portes de sortie que le clic sur justement le lien de cette fameuse landing page ou lien de rendez-vous. Parce que imaginez, voilà, vous voulez qu'il clique là-dessus, c'est votre objectif de cette campagne. Et souvent, ce qu'on peut voir aussi dans certains emails, c'est une signature en dessous à rallonge où on met la photo de la personne. Vous allez vouloir mettre votre lien vers votre profil LinkedIn, le lien vers la page YouTube de la boîte, sur le Twitter, le machin. Et en fait, votre objectif, c'est de cliquer sur le lien de la landing page. Et pourtant, on va donner 7 clics, 7 liens cliquables à notre prospect. Donc, essayez de vous recentrer aussi sur votre objectif. Si vous voulez que la personne réponde à votre email, mais ne mettez aucun lien à cliquer. Hein. Comme ça, la personne, la seule action qu'elle va pouvoir faire, c'est effectivement de vous répondre. Si l'objectif, c'est de cliquer sur le lien de votre contenu, de votre landing page, le seul lien qu'il doit y avoir dans votre email, c'est le lien vers cette landing page. Hein. Donc ça aussi, ce sont des petites astuces pour maximiser vos taux de résultats. La signature d'un email, en cold email, c'est prénom, nom, le nom de la boîte, point. Hein. Éventuellement, mettez un numéro de téléphone si vous voulez que la personne vous appelle. Mais voilà, une signature doit être très très simple pour maximiser le résultat sur l'objectif principal de votre campagne. Ouais, nous, de base, sur Emilia, on n'avait même pas les signatures HTML il y a 3 mois. On ne les avait même pas. On les a mis parce que tout le monde les demande. Mais une signature basique, elle fait très bien l'affaire. Ce n'est pas ça qui va faire la conversion. En cold email, oui. Voilà, une signature basique, elle fait très bien l'affaire. Mais bon, on l'a mis quand même parce que évidemment, ça peut être utile, surtout pour garder la même identité quand tu prends la suite après des mails. Mais oui, c'est pas ça qui va faire la conversion. C'est pas ça qui va faire la conversion. En plus, ça fait du HTML dans l'email. Donc, voilà, top. Messieurs, il est 12h25. On a bien parlé. Est-ce que vous voulez ajouter un autre point peut-être, et puis on va passer aux questions-réponses? Oui, justement, je n'avais pas forcément plus de questions que ça à vous poser. Donc voilà, je veux juste résumer vite fait rapidement. Nils, on est super content d'accueillir Emilia dans notre stack d'outils. On en profite bien.
on s'amuse bien, donc n'hésitez pas. Il y a une petite manip à faire. Vous pouvez prendre rendez-vous. J'ai mis mon lien de rendez-vous là pour justement qu'on vous explique tout ça. Si au cas où vous voulez prendre rendez-vous avec moi, les 21 restants qui ont décidé de s'auto-digérer en écoutant Nice, Julien et les deux Julien. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Nils et Julien sont encore dispo quelques temps. Des questions commerciales aussi, je suis dispo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez envie. Ce sera peut-être même plus simple que sur le chat. Donc allez-y, je vous écoute. À vous, n'ayez pas peur. Toujours ce petit moment cringe là, où un petit peu. Oui, en attendant qu'il y ait des questions, du coup, je vais essayer de compléter un peu certaines choses. Vas-y. Le principe, c'est qu'il faut tester, il faut itérer. Et puis, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que le cold mailing, c'est des séquences aussi, même si tu l'as montré, Julien, quand tu as fait la présentation. C'est des séquences de mails. C'est-à-dire, on fait un premier mail, 3 jours plus tard, il y a un deuxième mail. Enfin, je dis 3 jours plus tard, mais ça peut être autre chose. Le but, c'est de faire des séquences en 3, 4, 5, 6 steps pour au final relancer le client, apporter de la valeur en plus. Et c'est ça qu'il faut réfléchir quand on crée sa séquence, c'est qu'on ne va pas tout dire dans le premier mail. Il y a le mail 2, le mail 3, le mail 4. Même tu peux faire un mail 5 qui arrive un mois plus tard pour dire je vous ai présenté tout ça il y a un mois, mais là maintenant on a une nouvelle features, même si en fait la features elle existait déjà il y a un mois. Pas grave. Le but, c'est de le mettre dans… Tant qu'il ne s'est pas désabonné, tant qu'il n'a pas répondu, tant qu'il n'a pas cliqué ou pris rendez-vous, il faut continuer. Il faut une séquence complète. Et nous, ce qu'on faisait il y a longtemps, c'est le dernier message, on le faisait un peu culpabiliser de ne pas avoir répondu. Et on avait beaucoup de réponses du coup au dernier message. Ou sinon, déjà de base, le dernier message, de dire, OK, peut-être vous n'êtes pas la bonne personne. Est-ce que vous pouvez transmettre mon mail à la bonne personne? Il y a plein de choses à penser. Donc, s'il y a des questions, on les prend. On attend toujours les Non, mais questions. c'est très juste. Ouais, c'est vrai que les relances, on n'en a pas parlé. Souvent, c'est des questions qui reviennent. Comment relancer mon prospect? Combien de relances je dois faire? C'est vrai que nous, une séquence de cold email, on part du principe que minimum, elle contient 3 ou 4 emails en tout. Souvent, on vous conseille de faire glisser les relances, comme vous pouvez choisir le jour. Combien de jours, comment est-ce que je peux dire ça? Il y a l'email 1 à J1 et l'email 2 par un J+2 ou à J+3, etc. Essayez de glisser votre séquence sur un mois complet. C'est ce qu'on préconise en général. Parce qu'il peut y avoir des congés, il peut y avoir des absences, il peut y avoir du Covid, il peut y avoir du télétravail, bref. Donc, essayez de glisser votre séquence email sur un mois. Si à la fin de ce mois-là, la personne ne vous a pas répondu, ce n'est pas grave. Laissez effectivement cette liste de côté. Ne la supprimez pas, ne l'archivez pas. Laissez passer un petit mois et effectivement, après, venez reprendre cette liste et écrivez votre email 5 et votre email 6. Refaites coucou à votre prospect. S'il ne vous a pas répondu, s'il n'a pas cliqué, c'est que c'était peut-être juste pas le bon moment. Mais n'oubliez pas de relancer. Du coup, faites votre 5e, 6e mail, même 2 mois, 3 mois après. Vous verrez que nous, souvent, les résultats sur nos campagnes, on les analyse 6 mois à 1 an après. Et c'est pas des conneries. Quand on regarde le taux de résultat sur un email 1, il est souvent de 1% en taux de retour positif. Alors qu'à la fin d'une séquence complète, au bout de 6 mois, on est entre 10 et 20% de taux de retour. Donc en fait, si vous ne relancez pas vos prospects, vous restez sur votre 1% de retour. Alors qu'en faisant vos relances, vous avez multiplié par 10 ou par 20 vos résultats. Donc ça, c'est hyper important, les relances. Nous, souvent, le premier mail de relance, c'est quasiment le copier-coller du premier. On change juste la première phrase en disant « Je vous ai écrit il y a quelques jours sur tel sujet » et on remet l'email. Et ensuite, effectivement, sur le 3e, 4e, on va essayer soit d'apporter une valeur en plus ou alors d'essayer de dire « Bon, écoutez, j'ai essayé de vous contacter sans succès. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais… » Voilà, donnez-moi un signe de vie que je puisse savoir quoi faire, parce que sinon je vais avoir le sentiment que je n'ai pas pu vous aider, donc je vais continuer de vous contacter. Donc relancer, c'est hyper important. Ouais. Pour la question de Cécile là, si on n'a que l'adresse de type contact @ est-ce qu'il faut envoyer? Il y a des cas, ça dépend de ton produit, ça dépend de ta cible. Il y a des cas où tu n'as pas le choix.
Donc là, les hôteliers, nous, on a vu le cas à l'époque sur les restaurants. Donc, si tu n'as que du contact, bah, fais le contact. Du coup, il n'y a pas de personnalisation. Fais que du contact. Et puis après, ça dépend de la cible. Une fois, on avait fait, nous, les mairies, par exemple, enfin, tout ce qui était communauté de communes, etc. C'était des boîtes contact. Mais vu que c'est géré par des fonctionnaires, il y a quand même des gens qui lisent vraiment tous les mails, etc. Donc, ça peut marcher. Il n'y a pas de Oui, si règle. c'est des freelances, des commerces de proximité, souvent derrière la boîte contact, il y a le patron de la boîte ou le freelance lui-même. Hein. Il faut juste éviter de faire comme d'habitude, de mettre une variable prénom, parce que sinon, ça va être bonjour contact, etc. Et donc, ça risque d'être mal foutu. Donc, il faut juste être un peu malin. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et en gros, si c'est contact, c'est pas grave. Ça reste un email. Il ne sera pas nominatif et personnel, mais c'est pas grave. Il va falloir trouver un moyen de balancer par-dessus, quoi. Je connais votre directeur qui s'appelle monsieur, et là, tu peux mettre la variable. Et derrière, du coup, je voulais discuter avec vous par rapport à ça, ça ou ça. Voilà, le but normalement du cold email, c'est de personnaliser, etc. C'est plus simple quand on prend des gens à partir de LinkedIn. Mais si on a scrappé du Google Maps et qu'on n'a pas les noms des gens, bah on envoie quand même. De toute façon, le taux de résultat sera plus faible, mais ce sera toujours un client à prendre. Donc, top. Bah, ok, une messieurs. question un peu technique, un petit peu technico-technique de Christopher. Alors, j'y ai répondu avec mes mots, mais peut-être que Neil sera plus fort là-dedans. Donc, juste pour être bien clair, étant utilisateur Gmail Pro, donc au Workspace, l'envoi se fait par Gmail ou directement via notre outil? Directement. Non, Gmail, hein. Ouais, l'email sera envoyé depuis votre boîte. Hein. Oui, l'email de toute manière est envoyé depuis la boîte. Voilà, comme je le disais au début, c'est pas du Mailchimp, etc. où on connecte juste son domaine. Donc, c'est avec l'IMAP Gmail ou un truc comme ça, du coup, on prend et c'est juste en fait un ordre d'envoi, c'est ça? C'est ça. En fait, nous, on crée un calendrier et on donne des ordres à votre boîte mail d'envoyer au bon moment les mails, avec un côté aléatoire aussi pour pas envoyer pile 9h pile, 9h05 pile, etc. Enfin, voilà, il y a tout un calcul. Mais en soi, on est juste là pour envoyer des ordres à votre boîte mail. Bien sûr, si vous allez dans le menu messages envoyés, vous verrez tous les emails qui sont partis d'Emilia ou de Fine Customer. Hein. Et les réponses arrivent directement dans votre boîte mail, effectivement. Oui, les réponses de toute manière arrivent dans votre boîte mail. Par contre, pour les mails envoyés, ça dépend de certains paramétrages. Je ne sais pas en tête, mais ça dépend de certains paramétrages. Parfois, il n'y a pas les mails envoyés dans la boîte mail. Mais c'est des cas plus rares, ouais. Et après, bah, effectivement, il y a des personnes qui ont des CRM parfois connectés avec leur boîte mail Gmail. Donc souvent, pour plusieurs clients, les emails sont récupérés effectivement automatiquement dans le CRM parce que vous avez synchronisé votre boîte mail avec votre CRM. Hein. Donc là, c'est des petites astuces qui vont un peu plus loin, parce que quand c'est un petit peu technico-technique. Au revoir Cécile. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous avez votre super stack d'outils. Il y a des particularités pour certains, mais là, franchement, avec Emilia, vous avez le top du top du top. Voilà, donc on est vraiment super content là-dessus. Je le répète parce que je suis super content en fait. C'est peut-être con. Hein. Et c'est pas pour être juste gentil avec Nice parce qu'il est là. Hein. Vraiment, on cherchait un provider d'email. Comme il l'a dit, il y avait du Lemlist. Je discute beaucoup avec. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec Guillaume. Voilà. Ok, super outil. Le seul problème, c'est que il était tellement complexe à utiliser. Il y a tellement de trucs, fonctionnalités, des choses qui étaient très cookie lol, voilà, etc. On s'est dit, on veut un truc simple et efficace. Ça a toujours été notre mot d'ordre, simple et efficace. Et arriver Emilia comme une fleur en disant ah bah cool, on aimerait bien les avoir. On avait déjà parlé il y a quelques temps avec Anthony. Et puis derrière, voilà, feu quoi. Donc il y a d'autres questions qui arrivent. Dans quel cas les emails envoyés ne seraient pas dans Gmail? Je ne sais pas si c'est par rapport à Gmail ou si c'est d'autres, ou si c'est quand c'est des mails OVH, etc. Je peux te faire une réponse par mail si tu me donnes ton mail, mais je sais que voilà, parfois les emails envoyés, en fonction des boîtes mail, des paramétrages, les emails envoyés via Emilia ne sont pas dans les mails envoyés. Oui, il y a des paramétrages à leur POP, IMAP, etc. Ouais, il y a aussi plusieurs choses à prendre en compte. Ouais, tu as raison. Est-ce qu'on a fait notre email sur Gmail au départ ou est-ce que c'est du OVH qu'on a connecté sur Gmail?
Ouais, il y a plein de cas. Donc là, je n'ai voilà. pas le détail de là où on ne les a pas. Une bonne question de Mathias, du coup. Plusieurs mails sont envoyés. 2 clients me répondent juste avant. En fait, ça se fait automatiquement à partir du moment où le client ou le prospect répond. Forcément, il ne reçoit plus la suite. Si tu as bien coché la case qu'il faut que ça s'arrête quand quelqu'un répond, ça se retire automatiquement. C'est paramétré tout au départ, je l'ai montré justement, il y a des petites cases pour dire quand est-ce que s'arrête la séquence. C'est quand il a cliqué sur le lien, quand il a répondu, ou alors tout simplement quand il a ouvert l'email. Ouais. Si vous voulez juste envoyer une vague, il a ouvert l'email, ok, super. Voilà. Ou alors quand il a répondu, du coup, vous cliquez là-dessus, ça s'arrête automatiquement. Normalement, le répondu, il n'est pas dedans, il n'est pas dans la liste. Ouais, quoi qu'il arrive, la plupart du temps, c'est le répondu. Quelqu'un a répondu, on arrête de lui envoyer des mails. Par contre, si c'est un lien Calendly ou que la personne vous a appelé directement, là, c'est à vous de penser à supprimer le contact. Parce que s'il a vu votre mail, il vous a appelé, 3 jours plus tard, il va recevoir l'autre mail. Parce que nous, on ne peut pas détecter, un appel. Donc, voilà, il faut garder en tête le côté technique. Si ce n'est pas via le mail, on ne pourra pas faire grand-chose. Du coup, on doit bien préparer les différentes campagnes. Il faut toujours préparer les campagnes en amont. C'est pas juste on prend une liste. Alors, je l'ai montré de manière assez rapide et assez facile. C'est pas juste on prend une liste, ok, super, on récupère les emails et bam, on balance les emails dessus. Il faut quand même préparer le truc. Faut vraiment préparer la guerre. Voilà, pour pouvoir répondre, être prêt à répondre à cette problématique-là, à ces gens-là, il faut préparer le tout. Donc, c'est super important. Thierry, il est à la plage, il nous montre la mer, lui, il a raison. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument préparer tout ce qu'on fait pour pouvoir justement être en mode précis dans ses actions. C'est pas juste on envoie un email, c'est pas une bouteille à la mer, un email. Là, aujourd'hui, on est sur l'email de prospection, c'est pas une bouteille à la mer. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est ce qu'expliquaient Niels et Julien. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas juste on contacte des milliards de personnes et puis il y en a bien un qui va répondre et puis je serai prêt, quoi. Non, il faut tout préparer de A à Z. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Désolé Mathias. Oui, alors du coup, je ne sais pas. Oui, tu peux te connecter, Mathias, si tu as une question peut-être plus précise, ce sera plus simple. Par contre, pour activer le micro, du coup, je ne sais pas si Julien a désactivé le micro. Il peut l'activer normalement. Tu peux activer le micro, Mathias. Ouais, parce que moi, je ne peux pas l'activer. Ah non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Mathias. Si tu décoches en bas, tu arrives? Et sinon, débranche ton micro et rebranche-le. Non. Mince, on n'entend pas. Parce que moi, je peux te couper le micro, mais je ne peux pas te l'activer. On peut te couper la chic, mais on ne peut pas te l'activer. Alors, du coup, Mathias. Allô? Sinon, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Ça peut être pas mal. Déconnecte-toi et reviens. Fais juste rafraîchir la page et reviens. Ce sera plus simple. Donc voilà. Bon, alors peut-être que je l'ai mal exprimé, mais effectivement, une campagne, ça se prépare. C'est une campagne, donc ça se prépare, effectivement. Alors peut-être que Mathias l'explique, ce n'était pas la bonne question par rapport à Mathias, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Il nous reste encore 12 personnes. Alors, des gens qui sont super intéressés. Il y a Christopher. Quel est le niveau de personnalisation optimal? Juste assez pour ne pas se faire passer pour un robot et sans pour autant que ça prenne beaucoup de temps. Alors, il y a des fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités aussi qui sont intéressantes. Ça dépend. Déjà, ne pas passer pour un robot par qui? Par les serveurs? Non, toujours pas Mathias. Ne pas passer pour un robot pour les serveurs, pour les fournisseurs de mails, ou ne pas passer pour un robot pour le contact. Pour le contact, si tu n'as pas d'icebreak, si le message n'est pas assez personnalisé, c'est sûr, de toute manière, tu vas un peu passer pour un robot. Mais après, parfois, tu envoies un mail, même si il sait que c'est un robot, ça peut être intéressant, ce que tu vends. Donc, si c'est intéressant, ça vaut le coup quand même. Après, pour ne pas passer pour un robot pour les serveurs de mail, il y a des choses comme le spin text, mais je crois que du coup, vous ne l'avez pas intégré encore pour l'instant parce que voilà, c'est en première version.
mais ça te permet de créer des variables de formulation, c'est-à-dire au lieu de dire bonjour, bonjour Julien, tu mets bonjour, hello, salut, et en fait, une fois sur trois, le mail va partir en prenant un des trois cas. Et si tu fais ça plusieurs fois dans ton mail, bah, tu te retrouves à beaucoup moins envoyer le même mail, et donc tu te fais moins repérer sur le long terme par les hébergeurs, comme quoi tu envoies le même mail. L'intégration de Alors ça, je vais y répondre. Alors, effectivement, alors, chez Fine Customer, on est 3. Et le pauvre Julien doit refaire le site internet. Il est prêt. Il va sortir incessamment sous peu, donc ça va être intégré. Mais effectivement, d'un point de vue tarification, dans l'abonnement, que vous soyez dans l'abonnement à 49, à 79 ou à 99 euros, Emelia est inclus dedans à chaque fois. On a souhaité faire ça de manière hyper claire. Notre objectif, c'est pas de rajouter des stacks et d'augmenter les prix de manière folle, parce qu'on a rajouté Emelia, super, c'est 30 euros de plus l'abonnement pour avoir les... Non, non, on n'est pas comme ça. On a notre politique. Notre politique, c'est d'être le minimum possible pour que vous puissiez prospecter le plus facilement possible. C'est aussi un peu la politique d'Emelia, d'avoir des tarifs bas par rapport à d'autres du marché. Ben, c'est pour ça aussi qu'on les a pris, parce qu'ils sont pas parce qu'ils sont pas chers, mais parce ils ont une politique de dire ça sert à rien de dépenser des milliards d'euros pour de l'envoi d'emails. Et nous, c'est exactement la même chose, ça sert à rien de dépenser des milliards d'euros pour prospecter en multicanal. Et donc c'est ça, et c'est là où on s'est vraiment accroché là-dessus. Donc aucun souci, c'est dans vos tarifs. Dans l'abonnement, vous avez Drop Contact, Hunter, Captain Data et Melia. Ouais. En plus, moi, je vous le dis, ce qui est bien avec Fine Customer, parce que c'est vrai que de base, l'intérêt quand même de Fine Customer, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 10 outils. Le truc, c'est que là, dans Fine Customer, il y a tout. Et en plus, c'est tout réunir et réunir tous les paiements. Moi, je me souviens, il y a encore 6-7 mois, nous, on a codé pas mal de scrappers. On a plein de choses maintenant aussi en interne. Mais quand tu as les paiements Drop Contact d'un côté, Hunter de l'autre, ton Lemlist d'un côté, etc. Rien que sur les paiements, tous les 3 mois, tu regardes ton compte bancaire et tu te dis, attends, est-ce que j'utilise encore cet outil? Est-ce que j'ai utilisé les crédits de Drop Contact, etc. Donc, tu dois réajuster tes prix. Franchement, le fait d'avoir tout au même endroit et d'avoir en plus, du coup, qu'une seule facturation, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir tout au même endroit. Je sais combien je paye, plutôt que d'avoir 10 outils, que parfois il faut « Ah, j'ai oublié de couper l'abonnement à tel truc ou tel truc ». Donc ça, je trouve ça plutôt cool chez vous. Merci Nils. Du coup, on a la question de Mathias. Et comme je disais, on va laisser parler Julien parce qu'il ne parle plus depuis au moins 10 minutes. Il n'y a que Nils et moi qui parlons. Du coup, on va laisser Julien répondre à Mathias. Et ben voilà, c'est parti, Julien. La question, c'est pour une campagne de mailing, plusieurs envois. Dois-je préparer à l'avance les différents envois, relance, ou chaque fois, je dois préparer le mail? Non, prépare à l'avance. Non, Nils, stop. Non, laisse parler Julien, sinon, on ne va pas le faire. Hein. Est-ce qu'il faut préparer tous les mails à l'avance? Ouais. Au niveau de la rédaction des emails? Ouais. Écoute, moi, je t'avoue que tu n'es pas obligé. Pour moi, la chose la plus importante à préparer, c'est le ciblage et sa liste de prospects. Ça, pour moi, c'est le plus important, bien ciblé en amont. Ça, faut vraiment pas le prendre à la légère. Trouver le dénominateur commun, le petit truc qui va faire que quand tu vas contacter cette personne, elle va répondre. Par contre, si lundi, tu prépares ton email 1 et puis que tu fais ton email de relance, ton email 2, ton email 3, dans la semaine, c'est vraiment pas grave. Hein. L'essentiel après, c'est de ne pas zapper le bon moment pour que la relance s'envoie. Donc, c'est sûr que quand tu fais ta campagne de 3 emails, au moins tu sais que ça va partir au bon moment. Mais tu n'es pas obligé de préparer tous les emails à l'avance. Tu peux lancer ta campagne avec l'email 1, puis tu reviens sur ta campagne, tu t'ajoutes un email 2, et puis l'email 2 va partir ensuite automatiquement sans que tu n'aies rien à faire. Bravo Julien, c'est exceptionnel, une réponse exceptionnelle. Yes. Bon les gars, ça fait 1h15. Je pense qu'on va clôturer l'événement. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ça avec toi Nils et puis toi Julien. Voilà, un bon organisateur là, maître de cérémonie comme d'hab.
Merci là aux derniers qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes super motivés. Surtout, donnez-nous des nouvelles sur LinkedIn. On vous répond tous les trois. Il n'y a pas de souci. On répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à utiliser effectivement Find Customer ou Emilia. Voilà, nous, on va avoir le côté tout en un. Avec Emilia, vous allez pouvoir shooter vos cold email pour pas très cher. Donc voilà, on est là à votre service. Je vous dis à très très bientôt. On vous enverra aussi un petit mail avec un petit cadeau certainement. On va se faire ça là encore en off. Mais voilà, on vous remercie d'être resté là jusqu'au bout et puis à très bientôt tout le monde. Une petite dédicace simplement à la fin pour vous faire partager un peu d'océan. Ah ouais. Bah, merci Thierry. Merci Thierry, c'est vendredi, une petite bouffée d'oxygène, c'est cool. C'est l'esprit Find Customer. C'est ça, bah, la prochaine fois, partage une bière. C'est plus intéressant. Alors, ok, à vendredi prochain. Ça marche, à vendredi prochain pour une bière alors. Ouais. Ça va. Allez messieurs, merci beaucoup. Merci Nils, et puis à très bientôt. Merci pour l'invite. À plus. Allez, Ciao, Mathias. ciao. Ciao.